Bonjour, cher Tidiane Gadio. Bonjour, Babacar. Vous rentrez du Fouta où vous avez tenu meeting hier pour le compte du candidat Macky Sall, le candidat à la présidentielle. Votre choix de soutenir le président de la République sortant, d'ailleurs, on en reparle tout à l'heure. Quand vous obteniez votre doctorat en communication à l'université de l'État d'Ohio en 1994, d'ailleurs, je provoque un peu, les États-Unis, votre deuxième pays, forcément. Oui, en grande partie, franchement. Mais tout le monde sait aussi que je suis très attaché au Maroc, qui est aussi une deuxième patrie pour moi. Je suis très attaché au Tchad, qui est aussi une deuxième patrie pour moi. Mais ma vraie deuxième patrie ou ma vraie première patrie, c'est l'Afrique. J'ai toujours dit que le Sénégal et l'Afrique étaient mes patries. Et comme vous le savez, Babacar, j'ai jamais eu la nationalité d'aucun autre pays. Je l'ai jamais cherché, je l'ai jamais désiré, je l'ai jamais souhaité. Sénégalais à 100% et africain à 200%. Quand vous obteniez donc votre doctorat en communication à l'université de l'État d'Ohio en 94, vous voyiez politique un jour? Alors, mon background, c'est important peut-être de le rappeler, c'est que peut-être votre génération n'est pas tout à fait au courant de cela, mais depuis 1977, j'étais engagé comme militant kroumaïste et ensuite cheikhantéiste. Et je fais partie, honnêtement et en toute modestie. Carrément dans le RND à l'époque? Non, pas du tout. Pas du tout. J'étais dans la mouvance Andi Dieuff clandestin. Et nous avons fait les beaux jours de l'ASF. Hier, des amis que j'ai retrouvés des années 80 me parlaient des poèmes militants que je déclamais à l'ASF le 26 mai des Niayes du Sénégal, et c'était beaucoup de nostalgie. J'ai eu un parcours militant, et c'est quand j'ai démissionné de Andi Dieuff en 1984 que je me suis lancé dans les combats de la société civile, promotion de la liberté de la presse au Sénégal et participation au combat pour les droits de l'homme. Comme le rappelait un ami tout de suite à la sortie de votre studio, la première réunion de la RADDHO s'est tenue dans mon bureau au CESTI. Donc, j'ai soutenu Thomas Sankara. Vous et Alioune Tine étaient des enseignants. Alioune Tine et beaucoup de grands héros disparus aujourd'hui du combat citoyen, du combat pour les droits de l'homme en Afrique. Et comme je disais, je m'étais engagé aussi autour de Thomas Sankara, Nkrumah, Cheikh Anta Diop. Et c'est par la suite que j'ai décidé, vers la fin des années milieu des années 90, qu'on ne pouvait pas rester tout le temps dans la société civile en train de faire des conférences, promouvoir le panafricanisme, parler de la démocratie et des libertés en Afrique, et qu'il était important que je m'engage politiquement. Et c'est là où nous avons créé le Forum des citoyens pour l'alternance, et nous avons mené un grand combat pour la fin du régime du Parti socialiste et l'arrivée au pouvoir de Maître Abdoulaye Wade. Pendant 9 ans, justement, avec Abdoulaye Wade, pendant 9 ans, de 2000 à 2009, vous occupez les fonctions de ministre des Affaires étrangères du Sénégal. La séparation avec Wade en 2009, c'est qui vous a poussé à décider de vous relancer en politique, c'est ça? Tout à fait. C'est-à-dire que j'ai gardé un statut assez hybride quand j'ai traversé les 9 ans et demi de pouvoir avec Wade. J'étais positionné comme un membre de la société civile qui s'intéresse à la vie politique, bien entendu. À un moment, nous avons même lancé le mouvement des Amis de Gadio en 2007 pour continuer, bien entendu, à m'impliquer dans le combat panafricain et dans le combat pour mon pays. Et c'est par la suite que Wade et moi avons commencé à développer une divergence, petite divergence devenue très grande divergence. C'était quoi exactement, cher Tidiane Gadio? Ma conviction qu'un projet de dévolution dynastique était en cours. Très tôt, j'en ai été convaincu et honnêtement, j'en ai tous les arguments. C'était ça, Karim Wade? Alors, je prononce jamais son nom parce qu'il prononce pas mon nom. On a des relations très éloignées, très distantes. Franchement, c'est pas un personnage de la vie politique nationale qui m'intéresse particulièrement. Je pense que il a joué un rôle terrible dans l'histoire du Sénégal. J'ai beaucoup d'éléments à charge contre ce qu'il a fait et la situation, la belle entrée de son père dans l'histoire politique africaine avec la première alternance démocratique et pacifique au Sénégal, et ce que c'est devenu par la suite. Et nous tous qui rêvions d'une sortie par la grande porte de Maître Abdoulaye Wade, et qui pensions même écrire sur son héritage, projeter des ouvrages sur le combat panafricain que nous avons mené ensemble, sur la diplomatie de paix
et de médiation du président Abdoulaye Wade, toutes choses qui ont été déraillées par le combat féroce qui a été mené, à mon avis, contre le peuple sénégalais pour nous imposer une dévolution dynastique, et j'ai été le premier. Et on me laissera... Qu'est-ce que Karim Wade a exactement fait à l'époque qui a poussé son père à adopter ce schéma appelé à l'époque dévolution monarchique du pouvoir? Justement, j'allais dire que j'ai été le premier à dire qu'il ne s'agissait pas d'une dévolution monarchique. Si Maître Wade décidait que Idrissa Seck serait son dauphin et nous l'impose, Macky Sall serait son dauphin et nous l'impose, Cheikh Tidiane Gadio serait son dauphin et nous l'impose, on serait toujours dans la dévolution monarchique. Ici, il s'agissait véritablement d'une dévolution dynastique. Un père décide que son fils est le meilleur parmi tout ce qui existe dans ce pays, et qu'il n'y a que son fils qui mérite de le remplacer et qui se donnera les moyens de ce combat. Idrissa Seck a été éliminé très tôt, Macky Sall a été éliminé, Cheikh Tidiane Gadio a été éliminé. Il a tout fait pour faire place nette à son fils, mais fondamentalement, c'est le peuple et les citoyens de ce pays qui décident leur sort, et ils l'ont prouvé au président Wade le 23 juin 2011, un très beau souvenir dans l'histoire politique du Sénégal. Et sous ce rapport, donc, je pense que le président a essayé la dévolution dynastique, et cette dévolution a échoué. Et personne ne disait rien. À l'époque, vous-même, Cheikh Tidiane Gadio, vous avez attendu que Abdoulaye Wade vous démette peut-être de vos fonctions de chef de la diplomatie sénégalaise. Pourquoi n'avoir pas pris vos responsabilités quand vous aviez constaté que cette dévolution dynastique, comme vous l'appelez aujourd'hui, se mettait petit à petit en place? Alors, c'est quelque part dommage et même voire triste qu'il n'y ait pas une mémoire journalistique au Sénégal. Je le dis en toute amitié. Je vous en prie. Et avec beaucoup de respect pour vous. Cette histoire a été expliquée, réexpliquée plusieurs centaines de fois. Et j'ai trouvé toujours dommage que des amis se soient prononcés sur des situations qu'ils ne maîtrisent pas du tout. On mène deux types de combats, de l'extérieur comme de l'intérieur. Je veux pas trop me glorifier de cela, mais un ministre qui a mené un combat farouche à l'intérieur contre la dévolution dynastique. Ça, c'est d'une part. J'ai révélé aux Sénégalais ce qu'ils ne savaient pas, et je l'ai fait il y a 7 ans, 8 ans. J'ai rappelé plusieurs fois, ce qui fait que j'ai une certaine lassitude, honnêtement, à le redire. Est-ce qu'ils connaissent dans l'histoire du Sénégal un ministre entré en dissidence qui est resté 6 mois en boycottant le Conseil des ministres? Je me suis jamais assis avec la personne dont vous parlez, le fils de Wade, dans un Conseil des ministres. Ça n'est jamais arrivé. De mai, quand il est entré au gouvernement, jusqu'à ma sortie du gouvernement, j'ai systématiquement boycotté le Conseil des ministres. Beaucoup de divergences m'ont opposé à Wade, beaucoup de convergences aussi. Il m'a soutenu pendant cette période. Ça veut dire que vous n'étiez pas d'accord. Quand on n'est pas d'accord, le meilleur raccourci, c'est de se démettre soi-même, de démissionner. Pourquoi boycotter le Conseil des ministres? C'est une demi-mesure. Est-ce que vous savez qu'en fin avril 2009, je me suis rendu dans le bureau du président Abdoulaye Wade pour lui faire part de mon désir de quitter son gouvernement. Suite à une interpellation d'ailleurs qu'il m'avait faite, que beaucoup de membres de son parti lui faisaient la pression, qu'ils avaient besoin du poste du ministre des Affaires étrangères et que moi je refusais de faire la politique. Je dis mais l'occasion fait le larron. Ma famille et moi avons décidé qu'il était temps que je quitte votre gouvernement, Monsieur le Président. Nous avons eu une discussion. Et vous savez quelle était la réponse du président? Gadio, c'est toi qui me laisse au milieu du gué et qui me fait des choses pareilles. Je ne peux pas y croire. J'ai été touché, j'ai peut-être faibli un peu sur cette question. Sur votre conscience? Non, ça m'a touché. Ça m'a touché et j'ai reculé un peu. Je n'aurais pas dû. Parce qu'avant que le gouvernement de mon ami Souleymane Ndéné Ndiaye était formé, je n'avais aucune intention de rester dans le gouvernement du président Wade. Comme je l'ai dit par la suite, nous avons réussi la médiation en Mauritanie, nous avons réussi le symposium sur les États-Unis d'Afrique, nous avons réussi le MCA pour le Sénégal. J'étais fin prêt pour quitter le gouvernement du président Wade et j'étais déterminé en octobre à lui rendre officiellement ma démission. Et ça a été une course contre la montre entre lui et moi. Et il est allé plus vite que moi, il m'a battu d'un cran. Mais ce n'est pas important. Je sais ce que j'ai fait pour mon pays. Vous vous rappelez la crise avec Dadis Camara? J'ai défendu mon pays, le Sénégal. La Côte d'Ivoire, on en parle d'ailleurs à la fin de cette émission. C'est pour vous dire, c'est pour vous dire. Oui. Les gens réécrivent l'histoire du Sénégal de façon révisionniste. Ils changent beaucoup de choses. Ceux qui me connaissent dans le gouvernement de Wade ont eu un immense respect pour moi, dans la manière dont je me suis comporté avec dignité et honneur. Et je n'ai jamais été attaché à un poste. J'ai souffert
en tant que ministre des Affaires étrangères, au service de mon pays et au service de l'Afrique. Donc on me doit plutôt des félicitations que des critiques. Abdoulaye Wade, l'ancien président de la République dont on parle depuis quelques minutes dans cette émission, chef du Parti démocratique sénégalais, qui est rentré cette semaine à Dakar après un long séjour à l'étranger, surtout entre sa résidence française de Versailles et Doha, au Qatar, où se trouve son fils Karim Wade. Abdoulaye Wade accueilli par une foule nombreuse sur 40 kilomètres de l'aéroport Blaise Diagne au siège du PDS sur la BDN. Vous êtes impressionné par tout ça, cher Tidiane Kadio, à son âge? À son âge, effectivement. Je crois qu'un homme qui est autour de 93 ou 95 ans, hein, il y a une polémique là-dessus, et ça, c'est pas très, très important, mais ce qui est important, c'est de dire qu'un homme de cet âge soit aussi, Dieu merci pour lui et pour le Sénégal, où il a beaucoup de gens qui l'estiment, dont moi d'ailleurs, et très clairement, qui lui portent une grande affection. Dieu merci qu'il soit aussi vigoureux et en bonne santé. Par contre, ce qui est extrêmement malheureux et qui est l'autre face de l'autre coin de la, je sais pas comment on le dit, de la pièce, le revers de la médaille, c'est qu'il utilise cette énergie que Dieu lui donne encore, et souhaitons qu'il lui en donne beaucoup et pendant très longtemps. Il utilise cette énergie pour des causes, par contre, qui sont extrêmement regrettables, ou qui nous rendent, nous qui l'avons connu, qui l'avons aimé, qui avons travaillé avec lui, qui avons appris beaucoup de choses à ses côtés, qui nous rendent extrêmement tristes. Extrêmement tristes. Je le dis de façon solennelle. Il y a des propos qui sont sortis de la bouche du président Wade, qui nous ont littéralement assommés. C'est la prochaine question d'ailleurs. Qui nous ont littéralement assommés. Depuis votre séparation, il y a 10 ans, vous n'êtes jamais reparlé. Nous avons eu une très belle conversation à Versailles en novembre 2015 sous son invitation. Et après mon acceptation, bien entendu. C'est une discussion, une conversation vérité de dimension exceptionnelle entre nous deux. On a essayé de laver le linge sale, de lever les malentendus. Nous ne sommes pas parvenus à le faire. Nous sommes restés sur le statu quo. Il a maintenu sa position qu'il ne voulait pas de dévolution dynastique et que je me suis trompé. Et j'ai maintenu ma position qu'il voulait et qu'il persistait à travailler à la dévolution dynastique. Mais Maître Wade étant libéral du point de vue des idées et de la pensée, on peut discuter avec lui en toute franchise. Et il sait qu'il a toujours compté sur Gadio pour dire la vérité, rien que la vérité. Donc nous avons un très bon contact. Et il m'a dit des choses d'ailleurs sur le rôle que j'ai joué dans la fin de son régime. Et il m'a donné presque un rôle principal parmi ceux qui l'ont fait partir. Il m'a dit des commentaires sur les autres que je dirais jamais. Un homme d'État, vous racontez pas ce que un autre homme d'État vous a dit. Mais j'ai gardé ce contact respectueux, affectueux, mais je suis aujourd'hui triste, encore une fois, j'insiste, et j'en appelle à tous les sages de ce pays pour se lever et parler au président Abdoulaye Wade. Il ne peut pas, il n'a pas le droit, Dieu ne lui donne pas ce droit de trouver un pays stable, un pays en paix, où il y a des problèmes et des difficultés comme partout dans le monde, et demander qu'on brûle des urnes, qu'on brûle des cartes d'identité. A-t-il oublié il est lauréat du prix de la paix au Fouet-de-Boigny, qu'on a tous célébré ici au Sénégal? A-t-il oublié qu'il était candidat? Abdou Diouf lui a remis. Qu'il était candidat au Nobel de la paix. Il y a des choses qui ne sont pas dignes de son statut et de son passage. Son appel à la non-tenue de la présidentielle du 24 février, parce que selon lui, le scrutin, il est déjà piégé par Macky Sall, je le cite. Vous savez quel est le grand problème de ce scrutin pour Maître Wade? Je suis désolé de le dire de façon très honnête. C'est vraiment, encore une fois, la théorie, mon fils ou l'apocalypse. Je suis désolé. Son fils n'est pas dans le jeu actuellement et il n'y aura pas d'apocalypse. Donc c'est perdant pour lui sur cette question. Il nous faut tout faire pour garder notre sang-froid, garder la grande sagesse, la sagesse traditionnelle du Sénégal, traiter Maître Wade avec toute la déférence et tout le respect que personne n'ose. Et si son fils a été injustement soustrait de ce processus électoral, de la possibilité de se présenter à cette présidentielle aussi? Que personne n'ose, disais-je, poser la main sur Maître Wade, que personne n'ose penser même à l'arrêter. Par contre, si ses partisans ou des gens qui lui sont proches, s'inspirant de ses paroles, déclenchent la violence dans notre pays, force doit rester à la loi
Et notre pays doit se défendre, notre État devra se défendre. Mais Maître Wade, faisons tout pour l'entourer d'une sorte de pourtour, de protection. Laissons-le s'exprimer. Souhaitons qu'il change son discours parce qu'il est capable de le faire. Une sorte d'immunité à vie. Exactement. Mérité d'abord à cause de nos valeurs africaines. Il est indécent pour un Africain d'attaquer une personne de cet âge qui, dit-on, est plus proche de Dieu que de nous. Il est hors de question de le faire. Et de lui montrer encore une fois l'affection que lui portent beaucoup de Sénégalais, y compris des Sénégalais qui sont ses adversaires politiques. Maintenant, par rapport à son fils a été écarté des élections. Est-ce que vous vous rappelez qu'en 2012, un certain Youssou Ndour et d'autres personnes voulaient être candidates aux élections? Un système d'élimination a tout fait pour les mettre de côté. Ce n'est pas une première au Sénégal. Je ne pense pas particulièrement que son fils écarté mérite que le Sénégal soit plongé ou dans une guerre civile ou dans une violence s'il est écarté injustement comme il le croit du côté du Parti démocratique sénégalais, vous avez côtoyé cette famille pour parler un peu de la proximité qu'il y a eu. De 2000 à 2009, vous étiez dans les gouvernements d'Abdoulaye Wade. Cette décision de la CREI, parce que tout est parti de là-bas, son élimination de la course à la présidentielle, Karim Wade, le verdict de la CREI qui le condamne à 138 milliards d'amende, à 6 ans de prison pour enrichissement illicite. Est-ce que au moment où vous étiez aux affaires, Cheikh Tidiane Gadio, vous vous êtes rendu compte qu'il y a des gens, dont Karim Wade, qui s'enrichissaient illicitement de par leur position officielle? Je ne peux pas me mettre dans une posture dénonciatoire ou de révélation, n'est-ce pas, par rapport à certaines choses qui sont passées dans le gouvernement Wade. Je suis plutôt dans une dynamique d'apaisement, de réconciliation nationale dans mon pays, d'appel au calme. Il y a un devoir de vérité de votre part et des autres aussi, de la part des autres. Devoir de vérité, mais rappelez-vous que une des premières victimes de ce genre entre guillemets, de procès et d'emprisonnement était Idrissa Seck. C'est-à-dire que les gens ont quelque part une courte mémoire par rapport à ce qui s'est passé dans l'histoire récente du Sénégal. Beaucoup de gens ont accusé le régime Wade et beaucoup d'éléments du régime Wade de s'être comportés en prédateur. Honnêtement, je pense que je sais beaucoup de choses. Et j'ai toujours dit aux Sénégalais qu'il y a des secrets qu'on emporte dans sa tombe pour plusieurs raisons qui pourraient déstabiliser le Sénégal, qui pourraient faire mal à mon pays. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le cas précis de Karim Wade, sur cet enrichissement illicite pour lequel il a été condamné par la Cour de répression de l'enrichissement illicite? Je dois dire deux choses séparées. La première, c'est que, honnêtement, le personnage m'intéresse pas tellement au point de consacrer toute une émission sur l'avenir et le destin du Sénégal à cette personne. Mais deuxièmement, je pense que les poursuites étaient légitimes, basées sur ce que j'en sais. Je pense qu'elles étaient légitimes. Ah oui. Mais en même temps, tout le processus judiciaire, ce qui a été dit, je me garderai de me prononcer sur cela. Je ne suis pas juriste. Je n'ai pas apprécié ou à m'opposer, d'autant plus que je n'ai pas de sympathie particulière pour cette personne avec qui j'ai travaillé et que j'ai vu agir sur beaucoup de questions. Vous n'êtes pas surpris par le verdict de la CREI? Je vous donne un exemple très simple. L'organisation du sommet de l'OCI au Sénégal. Vous avez été écarté en tant que ministre des Affaires étrangères. Totalement faux. Le président Wade a dit devant tout le peuple sénégalais. Et là encore, la presse a refusé d'entendre l'évidence. Il m'a félicité à la fin du sommet. Son fils a pris son téléphone, a été la première personne extérieure pour me féliciter d'avoir réussi un sommet exceptionnel. Le ministère des Affaires étrangères a mené un combat héroïque pour refuser d'être dessaisi de ce sommet. Pourquoi alors l'annoncer à l'époque, Agence nationale de l'OCI, pour un sommet? Et je vous dis une chose intéressante. 2 objectifs de l'ANOCI. Construire la cité des chefs d'État pour accueillir le sommet et construire un centre international un centre de conférence de classe internationale, nous disait-on. Je vous demande. Ça n'a pas été fait. Mais en mars 2008, quand nous tenions le sommet, où était la cité des chefs d'État? Où était le centre de conférence? On nous a rabattu. On nous a ramené au Méridien, qu'on a réfectionné à coups de milliards, ce qui est un total non-sens, comme on dit, non-sens. C'est pour vous dire simplement que si nous avons réussi ce sommet avec le nombre de participants et on a réformé
la charte de l'OCI au Sénégal, une grande victoire diplomatique de notre pays, je le mets à 90% à l'actif du ministère des Affaires étrangères et du ministre des Affaires étrangères, félicité par Wade comme un maître d'œuvre exceptionnel. Et j'ai toujours rappelé que le ministre saoudien, que Dieu bénisse son âme, le prince Al Faisal, en quittant le sommet, est venu à la tribune dire au président Wade, je savais que vous aviez un bon ministre des Affaires étrangères, je ne savais pas que vous aviez un magicien. Parce que nous, les Arabes, nous nous sommes entendus pour ne jamais nous entendre. Gadio nous a réconciliés au Sénégal. En tout cas, pour revenir aux déclarations d'Abdoulaye Wade, pour revenir à l'actualité, il propose un conseil national pour reprendre le processus électoral, une sorte de conseil national pour reprendre le processus électoral parce que c'est biaisé à ses yeux. Ça ne vous rappelle rien? En 2012, ça me rappelle votre déclaration de mise sur pied d'un conseil national de transition. Hein? Vous avez proposé en février 2012, cher Tidiane Gadio, à quelques jours de la dernière présidentielle, la date exacte, le 5 février, merci Babacar. Que vous, candidat à la présidentielle 2012, cher Tidiane Gadio, aviez déclaré, c'est à Rufisque d'ailleurs, meeting, tout le monde, je vous cite, tout le monde sait qu'il y a une violation de la Constitution qui a permis à Abdoulaye Wade de se présenter comme candidat. Aussi, tout le monde sait que le coup d'État constitutionnel est un prélude à un coup d'État électoral. Le président Wade persiste dans son coup d'État constitutionnel et se déclare vainqueur le 26 février. Qu'il sache que nous ne reconnaîtrons pas les résultats nés d'un coup d'État électoral et nous mettrons un conseil national de transition pour restaurer la légalité républicaine dans notre pays. Ça, c'est cher Tidiane Gadio, c'est vous. Et vous devriez, Babacar, je sais que vous n'êtes pas habilité en tant que journaliste à le faire, vous devriez ajouter que c'était brillant comme déclaration. Oui, en bel enrobé. Tout tient, merci. Tout tient en place dans cette affaire. Et c'était notre sentiment à l'époque, vu les manœuvres. C'est le sentiment d'Abdoulaye Wade aujourd'hui. Non seulement il a le droit d'avoir, la différence c'est qu'il a le droit d'avoir ce sentiment, mais il n'a pas le droit de demander qu'on brûle notre pays, ou plonger le pays dans l'apocalypse. Abdoulaye Wade n'est pas Cheikh Tidiane Gadio, c'était un président du Sénégal. Il a beaucoup plus de responsabilités par rapport à un simple candidat ancien ministre. Ensuite, je faisais allusion à quelque chose que les Sénégalais aussi, dont les Sénégalais étaient conscients. Wade s'était rendu en Libye, au grand malheur de tous les panafricanistes, pour aller soutenir l'intervention française et européenne de l'OTAN. Un voyage à Benghazi. À Benghazi, au lieu d'aller faire un voyage à Tripoli, où Wade était le seul homme de l'histoire africaine contemporaine de l'époque qui était capable d'aller prendre la main de Kadhafi, le sortir de la Libye, lui sauver la vie et demander aux Libyens de s'organiser avec les éléments sains de l'ancien régime, les éléments sains de la révolution démocratique, et écarter les Français. Certains avaient dénoncé le fait que la France, à tort ou à raison, ça peut-être que c'est les acteurs qui nous le diront, que c'est la France, Nicolas Sarkozy, qui avait utilisé Abdoulaye Wade dans cette volonté des puissances occidentales de faire chuter Kadhafi. Et en contrepartie, Wade, bien entendu, souhaitait que son fils soit adoubé par les Occidentaux, en particulier par les Français. C'était un donnant-donnant désastreux pour l'Afrique. Et vous avez vu les conséquences. La France a trahi Abdoulaye Wade parce qu'elle l'a pas soutenu quelques mois après à la présidentielle sénégalaise. Intéressant tout ça, mais nous, on avait averti des conséquences de ces actions. L'effondrement de la Libye, l'effondrement du Sahel. Nous ne sommes pas des prophètes, mais nous avions vu ce qui allait arriver et le désastre dans lequel le Sahel allait être plongé et toutes nos populations. Et donc, de ce point de vue, notre combat était juste et légitime. Et parce que Wade a proposé a soutenu le Conseil national de transition en Libye, nous avons dit que s'il voulait faire un coup d'État constitutionnel électoral, créer le chaos au Sénégal, ben nous aussi on l'a fait vraiment pour le faire sortir de ses gonds et on a réussi. Il s'est emporté. Et aujourd'hui, c'est le même qui dit que c'est OK de mettre en place un conseil national et de dire qu'il va empêcher la tenue des élections. C'est-à-dire sortir de la bouche de quelqu'un. Quelle est la différence entre votre position d'il y a 7 ans et celle d'Abdoulaye Wade aujourd'hui, réclamant le même schéma, un conseil national de refonte totale des choses, on repart à zéro? En plus, les grandes différences, c'est que j'ai jamais dit qu'il fallait pas tenir les élections. J'ai jamais dit qu'il fallait brûler les urnes ou brûler les cartes d'identité. J'ai jamais fait d'appel qui viole la constitution de notre pays. La liberté de parole est garantie, surtout pour un candidat, de dire ce qu'on pense et de dénoncer ce qu'on pense être en œuvre. Ensuite, encore une fois, un chef d'État et un ancien ministre, c'est totalement différent du point de vue de l'impact. Le président Wade, et mes amis du PDS vont m'excuser pour cela, mais je le pense sincèrement,
les Sénégalais sont d'une reconnaissance. Aujourd'hui, nous sommes battus contre le régime de Senghor. J'ai une immense affection pour le président Senghor. J'ai écrit des articles mémorables ici au Sénégal, voire historiques, contre le président Diouf et son régime. Aujourd'hui, je partage une grande affection avec le président Diouf. C'est pour cela qu'il y a un grand nombre de Sénégalais, je ne sais pas si c'est la majorité ou pas, qui vouent une très grande affection au président Wade, à ne pas confondre avec une éventuelle adhésion aux idéaux du PDS qui, malheureusement, après le pouvoir, vraiment a volé en éclats en plusieurs morceaux. Vous avez Pape Diop aujourd'hui, vous avez Souleymane Ndéné, vous avez beaucoup d'anciens PDS qui ont fait leur chemin, et vous avez les inconditionnels, les fidèles, le bloc des fidèles qui sont toujours, les fidèles inconditionnels sont toujours minoritaires dans une mouvance. Donc, il faudrait pas que le président Wade se méprenne sur le fait que le peuple sénégalais lui voue une très grande affection et essaie de transformer cela maintenant en appels incendiaires qui ne sont pas dignes de son rang. Et de là où l'attend le peuple sénégalais. Wade pouvait jouer même un rôle de réconciliation, y compris entre son fils, Macky Sall, Idrissa Seck, Khalifa Sall. Il a un rôle à jouer dans ce sens. S'il pouvait faire preuve d'auteur et de détachement. Mais honnêtement, c'est comme si l'histoire du fils a envahi le vieux partout et que il n'arrive pas à tenir un autre discours que mon fils ou l'Apocalypse. Fils, pour reparler de ce voyage sur Benghazi en Libye en juin 2011, j'étais dans cet avion et sur la route de Benghazi, Karim Wade qui nous accorde une interview, qui vous attaque, parce que vous parliez de transparence dans la gestion des affaires publiques. Dans cette interview que nous avait accordée dans cet avion présidentiel, il disait que Cheikh Tidiane Gadio, qui se fait opposant maintenant, après avoir bénéficié de fonds libyens, de fonds de Kadhafi. Grand mensonge historique d'ailleurs, que j'avais démenti à l'époque, et j'ai démenti pendant que Kadhafi était vivant. Et en plus, par la suite, j'ai encore démenti et j'ai expliqué une scène. Je sais que j'ai tellement de petites histoires croustillantes à raconter qu'on va peut-être rater le vrai sujet de notre entretien, qui est que j'ai envie de parler de la campagne du président Macky Sall. J'ai envie de parler de la situation avec Khalifa Sall, la situation de l'opposition et pourquoi je pense que Macky Sall va remporter les élections. Et quels sont les éléments de mon analyse. Maintenant, si ce jeune homme vous intéresse beaucoup et vous voulez encore en parler, je dirai un mot rapidement. J'ai dit un grand mensonge historique. Je vous jure, si je dis ce que je sais des relations entre Wade, son fils, et Kadhafi, ça va être un coup de tonnerre national. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas parce que je veux rester homme d'État. En réalité, le fils était désespéré par le fait que j'étais sans compromis dans le combat contre la dévolution dynastique. Et le père a reconnu plus tard le rôle immense que j'ai joué par rapport à son départ. Donc c'est pour ça qu'il a accusé. Je l'ai dit et je l'ai redit. La seule fois où Kadhafi a accordé une subvention que je lui ai demandé, c'était à l'agence panafricaine d'information, la PANA. Kadhafi m'a invité seul. Et le président Wade m'a dit, vas-y. Et arrivé là-bas, discute du projet d'achat d'un avion présidentiel. Kadhafi nous propose un prix trop cher. Toi, il te porte une telle affection que tu peux régler le problème. Et effectivement, j'avais quasiment réglé le problème. Et Kadhafi m'a posé la question, je vais le redire encore une fois. Il me dit, tu es le seul ministre africain ou leader africain que je rencontre qui ne m'a jamais demandé $1, disons. Il me dit, nous, on pense qu'après Wade, ça doit être toi. Je dis ça comme un musulman. C'est une révélation que vous faites? Non, par rapport à quelqu'un qui est décédé, n'est-ce pas? Non, j'ai raconté ça déjà. Et il me dit, sur cette base, comment est-ce qu'on peut te préparer? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Beaucoup de Sénégalais m'ont dit, mais comment est-ce que, par rapport à une telle offre, tu t'es débiné? J'ai dit au président, au guide Kadhafi, j'estime beaucoup le président Wade. Il est en forme, il mène son combat. Je ne veux pas participer à la planification de quoi que ce soit concernant l'après-Wade. Ce n'est pas mon intention. Ma loyauté à lui est à 100%. Ma fidélité à lui est à 100%. Je ne veux pas parler de cela. Et j'ai changé le sujet encore une fois sur l'agence panafricaine d'information. Et il a pris, je vous donne une dernière information. Kadhafi a chassé tout le monde pour qu'on puisse parler. Et j'ai dit, mais, brother leader, si vous faites ça, on va pas comprendre, vous ne parlez pas anglais. Il me dit, j'ai un anglais châtié, j'ai étudié en Angleterre, j'aime pas parler les langues coloniales, c'est tout. Et les gens sont partis, on a conversé en anglais. Donc pour vous dire, le fils Wade raconter des histoires. S'il y a un prédateur de la République que j'ai appelé Arsène Lupin une fois dans ma vie, c'est lui.
c'est lui. En tout cas, Karim Wade et Khalifa Sall empêchés de se présenter à cette élection présidentielle dans quelques jours, dans 2 semaines. Vous avez fait 9 ans, vous avez été 9 ans chef de la diplomatie sénégalaise. Quelle image cela donne-t-il au Sénégal quand 2 grandes icônes de l'opposition sont emprisonnées et privées de leurs droits politiques? Alors, il y a 2 problèmes ici. Les affaires judiciaires, les affaires politiques et tout, ça marche dans tous les pays. Récemment aux États-Unis, vous avez vu le combat de Trump pour mettre des juges conservateurs à la Cour suprême, pour que demain, s'il veut revenir sur l'avortement, sur certains droits acquis, qu'il puisse avoir des gens qui vont les défendre. On a même vu un juge nommé par Trump qui a subi l'interrogatoire le plus humiliant de l'histoire des États-Unis. Les gens lui ont demandé c'est quoi, par exemple, une cour d'appel, il ne savait pas. C'est quoi faire un appel d'une décision de justice, il n'avait aucune idée. Est-ce que vous avez dirigé un procès? Non. Est-ce que vous avez jugé une seule fois? Non. Et le monsieur était candidat du président des États-Unis. C'est pour vous dire que c'est des affaires complexes. Personnellement, je pense que nous avons depuis le père Kéba Mbaye, que Dieu bénisse son âme, nous avons une des plus belles institutions judiciaires du monde. Maintenant, toutes ces institutions sont... Attention, vous aviez dénoncé le Conseil constitutionnel quand il avait validé la candidature d'Abdoulaye Wade pour un 3e mandat en 2012. Mais je suis très cohérent, c'est que vous m'avez juste empêché, vous m'avez interrompu juste au bon moment où j'allais dire que ces institutions sont dirigées par des êtres humains. Et parce que ce sont des êtres humains, il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des jugements qui restent humains à 100%, mais nous faisons tout pour valoriser l'institution judiciaire. C'est ça l'intérêt de notre pays. Je suis parmi les premiers Sénégalais, ou peut-être le premier, à avoir proposé que l'institution judiciaire soit tellement renforcée, autonomisée, qu'on en fasse la clé de voûte des institutions et qu'on déplace la clé de voûte de la présidence de la République vers la Cour suprême de notre pays. Ce que je veux dire, moi je sépare les 2 cas. Le cas Khalifa et l'autre cas dont vous parlez. Le cas Khalifa m'intéresse. Tous les Sénégalais savent que nous partageons, lui et moi, une grande estime et une grande affection. Et à cause de cela, je suis un être humain, je suis très affecté par ce qui lui arrive. Ça, je ne l'ai jamais caché, j'ai toujours dit. Le président Macky Sall, qui est un ami de longue date, un frère. Vous lui avez dit aussi? Il le sait, dans nos échanges, tout le monde le sait, je l'écris, je le dis partout, je ne m'en cache pas et je ne renierai aucune de mes convictions. Khalifa est un frère, est un ami. Mais les affaires qui l'opposent à la justice, je m'abstiens de commenter. Je ne veux pas prendre position sur ces questions. Comme l'a demandé un journaliste de RFI, il me dit oui, mais qu'est-ce que vous pensez de sa candidature? Je lui ai dit Khalifa s'occupe de sa candidature et moi je m'occupe de mon candidat. Et mon candidat c'est Macky Sall. Donc on est au Sénégal. Nous souhaitons, nous, dans le cadre de notre le MPSL, Louis Jotjorna, qui est une dynamique de réconciliation nationale, qu'on trouve des solutions vous prenez à nos problèmes. Vous pouvez pas être une sorte de centriste qui réconcilie tout le monde. Vous avez déjà choisi un candidat. Mais je n'ai pas choisi un candidat dans le sens hostile aux autres. Vous demandez à tous les autres candidats, j'ai d'excellentes relations humaines avec eux. Moi, je ne suis pas le genre à aller dans les médias où je n'insulte personne, je ne calomnie personne. Ce sont des Sénégalais dignes de respect et de considération parce qu'ils veulent servir leur pays à la station la plus élevée. Je les respecte pour cela. Maintenant, parmi tous les 5, comme je ne suis pas personnellement candidat, je devrais pouvoir faire mon choix sans me faire insulter. Comme on le fait au Sénégal, il y a un terrorisme verbal, un irrespect fondamental par rapport au choix des gens qui ne relèvent pas de la démocratie. Et Dieu sait. Une intolérance. Dieu sait. Une intolérance. Et Dieu sait que c'est parce que l'âge commence à me rattraper que j'ai arrêté de tremper ma plume au vitriol. Je sais me défendre. Et je sais polémiquer quand c'est nécessaire. Mais je pense que c'est pas le temps. C'est le temps de l'apaisement. C'est le temps où j'ai le droit de prôner la réconciliation nationale. On ne peut pas être neutre en politique. Mon cœur a penché, a balancé vers l'action du président Macky Sall, ce qu'il a déjà fait, ce qu'il souhaite faire. Et je sais que Macky Sall 2019 sera forcément différent de Macky Sall 2012 pour la simple raison que Macky Sall 2019, c'est Macky Sall 2012 plus 7 ans d'expérience, 7 ans de difficultés, 7 ans de réussite, 7 ans de problèmes. Je pense que c'est un homme qui s'est transformé au contact du pouvoir, qui va gérer notre pays et il est inconcevable que les élites de ce pays l'isolent, s'éloigne de lui et continue à le critiquer en parlant et de son entourage, en parlant de certaines autres questions. Pourquoi ne pas
apporter notre contribution dans la diaspora. On a les plus grandes sommités intellectuelles, les plus grandes compétences du monde venant du Sénégal ou vivant au Sénégal. On peut faire un excellent travail ensemble. Ce que le président Macky Sall a commencé, à mon avis, il y a des choses que nous pouvons saluer, sur lesquelles nous pouvons porter des appréciations positives. Il y a des choses à améliorer, il y a des choses à changer. Et j'espère que, travaillant avec lui, il fera comme le président Wade d'un moment, il ne comptera sur moi que pour la vérité. Abdoulaye Wade qu'on va surveiller, le président Wade, l'ancien chef d'État. On va voir s'il va changer de décision et donner une consigne de vote. Pour lui, il ne doit pas y avoir élection. C'est sa position en ce moment. En revanche, pour Khalifa Sall, dont on vient de parler, c'est fait. De sa cellule de la maison d'arrêt de Rebeuss, l'ex-maire de Dakar appelle à voter Idrissa Seck. Ça va peser ça sur la balance, cher Tidiane Gadio. Vous savez, en politique, je crois que tout geste important crée une donne. Le problème, c'est de peser la donne. Est-elle extrêmement importante? Peut-elle changer le cours politique ou pas? Je vous dis ma théorie, Babacar, elle vaut ce qu'elle vaut. Un président, ce qu'on appelle incumbent president, c'est un président qui demande un deuxième mandat, donc qui a déjà dirigé. Quand il va aux élections et quand il n'a pas un bilan catastrophique, ce président a presque il part avec 50% dans sa dans son sac, pour ainsi dire, et il lui reste ou à baisser ces 50% par une très mauvaise campagne, par des promesses auxquelles les populations ne croient pas, ou à augmenter ces 50% de 2 points, 3 points, 5 points, 10 points, selon la qualité de sa campagne et surtout les perspectives qu'il offre aux populations. Honnêtement, je pense que le président Macky Sall est dans une très très bonne marge de progression par rapport aux acquis de départ qu'il a présenté au peuple sénégalais. Et je pense qu'il va remporter les élections. La donne, pour moi, n'a pas tellement changé pour plusieurs raisons. Le choix de Khalifa est plus un choix de raison, clairement, qu'un choix de cœur. Il n'y a pas que lui, Dans ses soutiens à Idrissa Seck, vous le savez aussi bien que moi, on peut y ajouter les autres. Malick Gakou, Abdoul Mbaye, Mamadou Diop Decroix, Mamadou Lamine Diallo, Moustapha Guirassy, Cheikh Bamba Dièye, entre autres. Il y a du monde chez Idrissa Seck, là. Mon ami Malick Gakou, très tôt, il a pris position, c'était clair. Beaucoup d'autres de ses amis que je fréquente, avec qui j'ai de très bonnes relations, sont venus un peu ou entraînant le pas, ou sont venus à partir d'un certain moment. Je pense qu'ils se sont coalisés, honnêtement, autour d'un candidat qu'ils ont peut-être considéré comme leur candidat par défaut. C'était pas leur choix fondamental, et ça pose beaucoup de problèmes. Vous savez, ce genre d'alliance et de pacte, j'en ai surveillé un peu en Afrique, de grandes alliances, de grandes coalitions de ce genre. Parfois, il y a des secrets bien gardés, ce qui est normal, parce que c'est un pacte. Parfois, on ne sait pas exactement sur quoi porte l'accord fondamental. Est-ce qu'il y a un accord déjà de gouvernement? Est-ce qu'il y a un accord pour faire un demi-mandat et éventuellement organiser de nouvelles élections? Est-ce que c'est en réalité une coalition pour organiser une transition? Sans jamais utiliser le mot transition, parce que le Sénégal a des institutions peut-être qu'ils estiment solides et qu'ils ne veulent pas parler de transition. Je dis qu'il y a beaucoup de choses que l'on ne sait pas, plus que ce que l'on sait. Mais tant que c'est fait de façon pacifique, nos compatriotes ont le droit de se regrouper, de s'organiser. Si l'opposition pensait tout le mal du monde du régime en place, qu'est-ce qui les a empêchés d'éviter d'avoir 26 candidats contre un seul candidat et de se retrouver après avec 4 candidats encore en train de compétir contre Macky Sall? Qu'est-ce qui a empêché le regroupement fondamental autour d'un seul objectif? Le départ. Le départ d'un régime et l'arrivée d'un nouveau régime. Qu'est-ce qui les a empêchés de se regrouper autour d'un personnage emblématique qui pouvait porter? Personne d'entre eux ne croit l'autre capable de le diriger. Nous sommes au Sénégal. 80 et quelques personnes avaient retiré leur dossier de parrainage pour préparer leur candidature à la présidence. Les Sénégalais sont arrivés à un niveau de crise qu'il faut vraiment diagnostiquer au plan psychologique pour voir ce qui se passe. Chaque Sénégalais pense qu'il est ou le meilleur ou la meilleure, et que c'est lui ou elle qui doivent diriger ce pays, et donc les ententes deviennent extrêmement difficiles. Ce qui fait que je pense que Macky Sall, avec une forte coalition, avec quand même des figures comme Moustapha Niasse, comme coalition pour coalition, justement cette conviction du camp du pouvoir de réélire Macky Sall dès le premier tour, ne faut-il pas un peu relativiser, faire attention?
Mais on est en politique, c'est-à-dire on se fixe un objectif maximal, on va jamais se fixer un objectif minimal. Comment amener un président dont vous pensez que le bilan est globalement positif et de bonnes choses ont été faites, et surtout Macky Sall a un avantage sur beaucoup d'autres candidats à mon avis, c'est qu'il mène campagne et il parle toujours vision, projeter le Sénégal dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Quand j'écoute honnêtement les émissions le soir et que j'entends un concours de distribution de forage, je vous ferai un forage, je vous ferai ceci, le Sénégal a dépassé ce niveau de démocratie. Parlons vision contre vision, programme global contre programme. Et surtout, dites aux Sénégalais comment vous allez financer votre programme, où est-ce que vous allez trouver les ressources. Je pense que c'est ça qui est beaucoup plus important. Et les dépenses engagées par Macky Sall ces derniers mois, extrêmement critiquées, pas seulement par l'opposition, mais d'autres entités neutres. Quand on met, par exemple, près de 900 milliards sur 36 kilomètres de TER, il y en a qui comprennent pas ce genre de dépenses, à la limite mégalomane selon certains. Oui, bon, vous avez bien raison de dire selon certains. On est en démocratie, chacun doit porter un jugement. Ce que je pense fondamentalement, c'est que si vous vous rappelez 2012, beaucoup avaient critiqué aussi comment la campagne de Macky Sall avait été financée. Il n'était pas au pouvoir. Et vous savez que beaucoup de lobbies s'étaient levés à l'époque pour se révolter avec les citoyens contre le projet d'évolution dynastique et contre ce qui s'est suivant ce qui s'est passé le 23 juin. Macky a eu un immense soutien pendant que nous tous, on n'avait pas compris, on était là, lui il a battu campagne, il a ratissé le pays. Donc je ne pense pas que ce genre de débat c'est bien de porter des critiques, mais c'est mieux de proposer des alternatives et surtout crédibles. Mais si on fait le tour du pays pour dire on vous a pas fait de forage depuis, moi je vous ferai un forage. Le Sénégal a dépassé les forages, les moulins, etc. On est très avancé comme démocratie. Il faut quand même de l'eau potable pour les habitants du Sénégal, des profondeurs. Il faut pas minimiser peut-être la construction de forages, c'est hyper important. Même Dakar en aurait besoin peut-être. Non seulement ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. On ne s'est pas tellement compris. C'est-à-dire les services de base. Je suis un grand combattant, vous le savez, quand je parle des fondamentaux du développement, en disant que notre pays n'ira nulle part si la révolution agricole n'est pas faite, si les Sénégalais ne mangent pas à leur faim, si nos enfants vont à l'école primaire, le ventre vide. Donc moi, je suis encore plus terre à terre au niveau du fait que les fondamentaux du développement sont des préconditions. Vous disiez tout à l'heure que tous ceux qui soutiennent par exemple Idrissa Seck, qui était candidat mais recalé, se sont engagés auprès de lui par communauté de vision. Vous qui avez décidé de choisir Macky Sall comme votre candidat, est-ce qu'il a intégré certaines de vos préoccupations pour le développement du Sénégal, par exemple? Fondamentalement, et comme vous le savez par exemple, notre trait de marque, c'est le panafricanisme, l'intégration africaine. Nous sommes parmi les seuls Africains à dire que l'émergence individuelle de nos pays va poser problème. Il faut l'émergence dans le cadre de l'intégration africaine. Et Macky a dit, son deuxième mandat sera sous le sceau du panafricanisme et de l'intégration africaine. Et il y en a sans doute qui s'attendaient à vous voir tenter à nouveau votre chance après 2012, tenter votre chance encore en 2019. Vous avez préféré, je parle de la présidentielle parce que vous étiez candidat à la dernière, vous avez préféré vous allier avec Macky Sall. Les internautes sénégalais n'ont pas hésité à ressortir, alors exhumer des vidéos dans lesquelles vous disiez que jamais vous n'allez transhumer, rejoindre le camp présidentiel. Alors, ce qui est encore faux, mon ami Babacar, vous êtes un grand journaliste. Je souhaite que vous évitiez les manipulations des manipulateurs. Ah non, j'ai personnellement vu des vidéos où vous dites à la journaliste ou au journaliste qui vous interrogeait que jamais vous n'allez transhumer. Ça, j'ai vu ça. Là où vous êtes peut-être trompé, vous dites que j'ai dit que je ne travaillerai jamais avec le camp présidentiel, c'est totalement faux. Je l'enlève. Non, si vous écoutez, c'était l'émission Sans détour avec Momar Seyni Ndiaye, qui est un de nos amis, un des vétérans. Posez-lui la question lui-même. Il vous dira qu'il était choqué de voir comment ils ont manipulé la vidéo. Pourtant, j'ai dit que je ne rejoignais pas l'APR et je n'avais aucunement l'intention de le faire parce que nous sommes le MPSL, ils sont l'APR. Finalement, on dit la même chose, cher Diane Gagnon. Non, pourquoi? Le parti, rejoindre un parti. Wade a créé le phénomène de la transhumance, on n'a pas le temps d'en parler, où quelqu'un du Parti socialiste venait le voir et Wade lui disait, moi j'aimerais que vous me souteniez. La personne sort et sur le perron de la présidence dit, vraiment je m'étais trompé sur Wade, c'est un des meilleurs êtres humains que Dieu a créé, je rejoins son parti, je rejoins son combat. C'est ça la transhumance. Quand quelqu'un fait le choix, pourquoi quand Gakou choisit Idriss Seck, il ne transhume pas? Quand Khalifa Sall choisit Idriss Seck, on l'accuse pas de transhumance. C'est une dynamique de l'opposition, une logique parolière de l'opposition
que de se concentrer sur les gens qui ne partagent pas leur point de vue. Je les respecte tous immensément. J'ai le droit de choisir librement la personne avec qui je veux travailler pour des raisons stratégiques, des raisons programmatiques. Ils sont en train de manipuler des vidéos pour me faire dire ce que je n'ai pas dit. J'ai bien dit que je n'avais aucunement l'intention de rejoindre l'APR et que j'ai même traité la transhumance d'une nouvelle démarche politique animalière, n'est-ce pas? Et je le maintiens, je ne crois pas en la transhumance. Votre soutien à Macky Sall, ça s'appelle comment alors? Une alliance politique. Une alliance politique devant tous les programmes existants. Ce que j'ai vu dans l'intérêt stratégique de notre combat panafricain et pour l'intégration africaine, notre combat pour la nouvelle citoyenneté, il me semble que nous pouvons apporter quelque chose au président Macky Sall. Et vous avez déclaré que c'est sans contrepartie aucune. Hein? J'ai même été plus allusion loin. À vos déboires judiciaires aux États-Unis, cette affaire de corruption dans laquelle vous avez été cité et blanchi par la suite. Et même j'ai été plus loin. J'ai dit, parce que vous savez, certains Sénégalais sont très forts. Hein? Ils ont pensé que le président Macky Sall pouvait appeler Trump et lui dire, écoutez, j'ai besoin de Gadio pour les élections, laissez-le venir, etc. Le magistrat qui s'occupait de ce dossier poursuit le fils de la famille de Trump, ses enfants, son avocat. Il a déjà fait emprisonner son avocat. C'est de l'enfantillage que de raisonner comme ça. Et ensuite, je ne suis pas le genre, j'ai discuté avec Macky Sall de comment on peut travailler ensemble, faire avancer notre pays, les causes du Sénégal. Je me suis promené dans tout le Fouta pendant une semaine, le Djeri, le Wallo. Je vous jure, ce que j'ai vu là-bas, comme forme d'engagement et de volonté de poursuivre le travail avec le président Macky Sall, j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc, de ce point de vue, je pense que j'ai fait le bon choix, j'ai fait le bon raisonnement et je le ferai au service du Sénégal. Je ne vais pas être dans l'optique de dire tout va très très bien. Quand ça ne va pas, je le dirai. Quand ça va, je le dirai aussi. Et c'est ça ma vision de la politique. Des nouvelles de cette affaire qui vous a finalement à tort valu une résidence surveillée de plusieurs mois aux États-Unis? Des nouvelles? Aucune nouvelle, parce que la nouvelle la plus intéressante, c'était le retrait total de la plainte et le blanchiment total. Et le fait, je l'ai encore dit une fois, que des choses extraordinaires sont arrivées. C'est les magistrats qui ont eu mon dossier, on s'est embrassés en se quittant. Je vous le jure sur le Saint-Coran, on s'est embrassés en se quittant parce qu'ils m'ont même dit, monsieur, vous avez un grand rôle à jouer dans votre pays, cette affaire est terminée, rentrez chez vous, votre pays vous attend, votre peuple vous attend. Je crois qu'ils ont compris, après autant de discussions, de temps passé ensemble, que c'était un immense et tragique malentendu. Cheikh Tidiane Gadio ne sera jamais de sa vie pris dans ce genre de situation, précisément parce que il croit en l'Afrique et c'est sa raison de vivre. Le Sénégal, c'est sa raison de vivre. On enchaîne d'ailleurs l'actualité internationale, la Côte d'Ivoire, le pays dans lequel vous aviez décroché un accord de paix en votre qualité de ministre des Affaires étrangères du Sénégal, accord entre protagonistes de la crise à l'époque. Nous étions entre 2003 et 2004, la fameuse signature que vous aviez obtenue dans un lycée d'Abidjan. 2002, oui. Oui, 2002. Ce pays, la Côte d'Ivoire, est-elle menacée d'une nouvelle crise? Guillaume Soro qui démissionne de la présidence de l'Assemblée nationale. Il y aura les élections en 2020. Donc Soro, rupture avec le président Ouattara, alliance probable avec Bédié. On va surveiller Laurent Gbagbo, récemment libéré par la CPI. C'est ça aussi la Côte d'Ivoire. Les amis d'hier deviennent les ennemis d'aujourd'hui et vice-versa. Vous craignez que ça s'embrase à nouveau, non? Je veux être plutôt optimiste. J'aime trop la Côte d'Ivoire pour faire des scénarios catastrophes. Si la Côte d'Ivoire souhaite encore que ses amis africains apportent leur contribution, ce serait pas bien de ma part de dire autre chose que je suis optimiste. Mais par-delà la Côte d'Ivoire, ce qui est le plus inquiétant aujourd'hui, c'est la situation du Sahel. Vous savez que j'ai créé l'Institut panafricain de stratégie, paix, sécurité et gouvernance pour nous occuper des questions de paix et de sécurité dans notre continent. Et je dois dire que la situation du Sahel est catastrophique. Regardez la situation au Mali, regardez les attaques incessantes contre le Burkina Faso, regardez la reprise du terrain perdu par Boko Haram, le retour en force des djihadistes un peu partout dans la sous-région. L'Afrique est menacée dans ses fondamentaux, et particulièrement l'Afrique de l'Ouest. Et je pense, et l'Afrique centrale, qu'on devrait être conscient de cela. Et même nous, Sénégal, nous glorifier un peu, pas nous glorifier, mais nous satisfaire de l'élément de stabilité que nous constituons. Et le fait qu'un ami ancien ministre des Affaires étrangères m'a dit
que les Sénégalais doivent se rendre compte que le Sénégal ne leur appartient pas à eux seuls. Le Sénégal est un patrimoine collectif commun de tous les Africains, parce que vous êtes notre dernier recours quand nous avons des problèmes, y compris chez nous, quand nous sommes torturés ou maltraités. Nous fonçons vers le Sénégal, terre de paix, terre d'accueil, terre d'hospitalité. Cheikh Tidiane Gadio, à nouveau ministre des Affaires étrangères, par exemple, si Macky Sall est réélu, possible? Macky Sall et moi n'avons même pas discuté de gouvernement, n'avons pas discuté de collaboration à ce niveau-là. Mais si sollicité, j'aiderai le président dans le domaine où il voudra que je lui apporte mon expertise, si tel est le cas. Merci, cher Tidiane Gadio, d'être venu au Grand Jury, une émission que vous connaissez très bien. Merci. Que j'aime beaucoup d'ailleurs, je dois vous dire. D'être repassé, merci. On m'accuse même d'être trop invité par le Grand Jury, et je sais que c'est une fois par an ou une fois tous les 2 ans. Mais c'est une émission emblématique que je respecte beaucoup. Ancien chef de la diplomatie sénégalaise, patron du parti politique MPCL, lui Jotna Sonko, Ousmane Sonko, candidat à la présidentielle, il utilise Jotna. Ça vous a fait tilt qu'il... Non, j'ai aimé ça.